Ça marche. Donc, merci pour la question posée, d'abord. Moi, on a commencé par le sondage parce qu'il n'est pas si facile que ça à interpréter, puisque ce que vous avez répondu, c'est que Pexivas avait changé votre pratique et que, oui, dans la majorité des cas, vous avez nettement diminué l'utilisation des échanges plasmatiques. Donc ça, c'est bien près de la bouche aussi. Vous avez diminué l'utilisation des échanges. C'est un tout petit peu plus difficile à comprendre, à mon sens, à partir du moment où avant Pexivas, c'était Mepex, et donc on proposait les échanges à partir de 500 micromoles de créatinine. Et vous êtes quand même presque la moitié à répondre que vous envisagez de faire des échanges à partir de 300 micromoles de créatinine. Et donc vous êtes plutôt d'accord avec des recommandations EULAR qui proposent cette utilisation dans 2/3 des cas. Et donc vous discutez, encore une fois, les échanges pour votre grande majorité à partir de 300 micromoles et pour 40%, plutôt à partir de 500 micromoles, donc sur l'ancien schéma MEPEX finalement. Je vais revenir très très brièvement sur Pexivas. Je n'ai pas besoin de vous rappeler le design. Je vais juste rappeler le endpoint sur le plan rénal qui était jugé à peu près à 2,9 ans et qui montrait que les échanges plasmatiques ne diminuaient pas le risque d'insuffisance rénale terminale ou de décès. Tout le monde a envie de voir une différence à 1 an sur le risque d'insuffisance rénale terminale et de décès, mais elle n'est pas significative. Donc, il n'y a pas de bénéfice sur des critères durs aux échanges plasmatiques chez des patients qui ont un DFG en dessous de 50. Michael Walsh a repris Pexivas et a repris tous les essais sur les échanges plasmatiques, les a présentés sous la forme d'une méta-analyse dans le BMJ et nous montre bien que ça ne change pas la mortalité. En revanche, si on change un petit peu le critère et qu'on s'intéresse plutôt à l'insuffisance rénale terminale à 12 mois, eh ben, au sein de cette méta-analyse, on montre qu'on diminue en utilisant les échanges plasmatiques le risque d'insuffisance rénale terminale à 12 mois. La deuxième leçon importante de cette méta-analyse, c'est qu'on confirme qu'on augmente le risque d'infection sévère quand on fait le choix de faire des échanges plasmatiques. La deuxième chose qui présente dans ce travail, alors c'est une analyse qui est pour moi descriptive. Je n'ai pas vu d'analyse statistique. On en a parlé avec Alexandre, avec Noémie et Stan, et on voit que les patients qui ont une créatinine en dessous, enfin, que le bénéfice attendu des échanges plasmatiques en termes d'insuffisance rénale terminale à 12 mois est d'autant plus important que les patients ont une créatinine élevée. On pouvait s'y attendre, mais ils le décrivent de cette façon. Le risque infectieux augmente de manière parallèle. Plus la créatinine est élevée, plus le risque d'infection sévère à 12 mois augmente. De ça ressort des recommandations d'un groupe international que Benjamin a déjà cité et qui propose un petit peu ces recommandations, cette attitude-là, c'est-à-dire dans un groupe qui serait à faible ou à risque modéré d'évolution vers l'insuffisance rénale terminale à 12 mois, c'est-à-dire des patients qui ont moins de 300 micromoles de créatinine, on a une recommandation faible pour dire d'utiliser le traitement standard plutôt que des échanges. En revanche, chez des patients qui ont une créatinine au-delà de 300, on a une recommandation faible pour dire peut-être qu'il faut utiliser des échanges. La suite de ça, c'est les recommandations de l'EULAR. Alors, c'est pas non plus des recommandations qui disent il faut faire des échanges. Ils disent il faut considérer comme partie du traitement les échanges quand on a une créatinine au-dessus de 300 micromoles avec une glomérulonéphrite active. Et si on prend le texte lui-même, il est beaucoup plus pondéré. Les échanges pourraient diminuer le risque d'insuffisance rénale à 12 mois, mais augmentent le risque d'infection. Et en clair, il faut peser le rapport bénéfice-risque entre le risque d'infection et le bénéfice attendu chez des patients qui ont une altération de la fonction rénale relativement sévère. Alors, si vous voulez regarder, il y a un beau papier dans le CKJ rédigé par Casalmoura qui critique cette méta-analyse
qui rappelle qu'en fait, l'ensemble des études qui ont été prises dans la méta-analyse, elles ont été réalisées sur près de 40 ans déjà, que les objectifs des études n'étaient pas les mêmes, que les populations incluses n'étaient pas les mêmes. Pexiva, c'est un DFG en dessous de 50, MEPEX, c'est une créatine au-dessus de 500 micromoles, que les bras comparateurs, c'est pas les mêmes. MEPEX, on compare des bolus de sommeil M3 aux échanges, Pexivas, on compare des échanges à rien. Que le poids de Pexivas dans cette méta-analyse, il est évidemment très important, c'est la plus grosse étude avec 700 patients. Et puis qu'on peut également se poser la question sur les progrès des traitements. Alors, je ne parle pas de l'avacopan, hein, je parle des progrès de la prise en charge des vascularites au cours des 40 dernières années, et certainement qu'on a dû progresser chez les patients, notamment qui avaient une atteinte rénale sévère. La place de l'avacopan, je le mets en point d'interrogation, ça rappelle juste cette histoire de gain de DFG. Est-ce qu'il y a réellement un gain de DFG sous avacopan? Et est-ce que ça pourrait changer nos pratiques? Je n'en sais rien aujourd'hui. Et enfin, la dernière question, et puis celle qui est souvent posée, c'est très bien Pexivas, mais finalement, on n'avait pas les données histologiques, donc on ne sait pas l'influence de l'histologie sur les chances de récupération. Et ça, il y a des gens qui ont déjà essayé d'y répondre. Donc moi, j'ai fait une diapo avec ce que je réussissais à comprendre de ce travail. Hein, merci. Bon, je taquine un peu, mais enfin, il y a des items histologiques. Dans le score qui a été proposé par Benjamin et nombre d'entre vous, finalement, quand on a une classification de burden de type croissant, on a plus de chances de bénéficier des échanges plasmatiques, c'est-à-dire d'avoir moins d'événements rénaux à 12 mois. Curieusement, je pense que dans votre analyse, il y avait aussi la classe sclérotique qui sortait, mais je n'ai pas encore compris pourquoi. On retrouve le niveau de créatinine et le score de Brix a influencé aussi un petit peu. Donc moi, on en a parlé encore une fois ensemble, on n'a pas la réponse à la question. Du coup, quand on n'a pas la réponse à la question, si vous avez un petit peu de temps à perdre avec nous, vous allez sur Mentimeter, vous tapez le petit code 89 25 49 48 et vous avez le droit de me donner 2 raisons, parce que visiblement, vous envisagez de faire des échanges plasmatiques pour la majorité d'entre vous à partir de 300 micromoles. Donc si on met la créatinine de côté, qu'est-ce qui fait que vous allez faire des échanges à votre patient? S'il n'y a pas de réseau, je suis mort. Ça va être au bras levé. Alors, oui, je dis 2 réponses parmi la clinique, la biologie, l'historique, l'histologie, si vous voulez l'histologie, le CD163 soluble, si vous le lisez en pratique routine. C'est ce que vous voulez. Ça marche? Non, vous n'y arrivez pas. Ça commence. Donc, il y en a un qui réussit à se connecter, c'est que les autres peuvent. Donc, la chia, on va revenir sur les items antérieurs. Le désespoir, oui, d'accord. Ouais, je vais le Ah, vous ne le voyez plus. Je suis mal parti parce que je ne vais pas le voir non plus. 89 25 49 48. Et merci de répondre aussi nombreux que vous possible, parce que comme ça, on va garder les réponses. On pourra réfléchir après. Alors, c'est assez marrant parce que HIA sévère sort bien, donc ça va finalement nous permettre de basculer la question au groupe précédent. C'est super. GNRP croissant, ça marche. Ça sort beaucoup, ouais. Donc finalement, pour l'instant, HIA sévère et du croissant. Et la rapidité d'insuffisance rénale qui sort. Ouais. Désespoir devient de plus en plus petit. Très bien. Je coupe là pour celle-là. Je vais faire le 30 réponses, c'est déjà pas mal. On va faire l'inverse. Pourquoi vous ne les proposez pas? Ça. Il n'y a que 2 questions. Et après, moi, je vous laisse nous jeter des tomates. J'espère que c'est nominatif et que je peux retrouver les noms.
Et je vous promets que je vous donne le retour par un mail du dimanche soir. Je vais arranger ça. Donc, toujours l'histologie, en fait, qui ressort et qui ressort et qui ressort. Donc, ça, pour pas vendre, on avait parlé aussi avec Alexandre, qui me disait que... Ouais, tu peux voir. Gabor Benjamin m'a dit qu'elle collectait les biopsies, donc vous savez, peut-être un certain nombre d'entre vous ont déjà donné les blocs, en tout cas, qui sont partis à Leiden. Et donc, elle est à plus de 300 biopsies analysées. J'espère donc qu'on aura bientôt une réponse à cette question de comment est-ce que l'histologie peut influencer potentiellement la réponse à l'échange plasmatique, en tout cas sur le critère rénal. Oui. J'avais assisté également juste pour, je ne sais pas si vous aviez regardé une session de Levas sur l'histologie rénale où Silke Brix a montré que dans les formes très sévères avec des DGFG en dessous de 20, si j'ai bien compris, l'ajout du critère croissant à des scores comme le son score ne permettait pas de prédire qui allait sortir de la dialyse. Ce qui est toujours un petit peu décevant et ça pose des questions. Donc histologie et le risque infectieux. Voilà. Nous, c'est un peu ce qu'on avait théorisé. Disons que le risque infectieux, il y a ce qu'on ne maîtrise pas, l'âge, ça on peut pas intervenir dessus. Les traitements antérieurs, si c'est un chuter en particulier. Il y a des choses sur lesquelles on peut peut-être intervenir. Je pensais au schéma de prednisone et c'est peut-être aussi au travers de ces 3 ateliers l'idée qu'on ne peut pas choisir un traitement sans choisir l'autre. Il faut les combiner. Bon, le Bactrim, ça on doit pouvoir le faire. La vasculaire, je pense qu'on en a beaucoup parlé. L'histologie et la cinétique de DFG, je pense que ça apparaissait un petit peu, enfin la cinétique d'altération du DFG, mais ça, moi, je ne vois pas comment on peut faire des études dessus parce qu'on ne recueillera jamais les créatinines avant la poussée, à moins d'avoir que des rechuteurs. Et puis les autres molécules, c'est pour la recherche. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques. Parce que finalement, la grande contradiction, c'est qu'on fait moins d'échanges, mais on les fait à partir de 300 micromoles, alors que si on juge sur un critère dur aujourd'hui, il n'y a aucun bénéfice des échanges en termes de survie ou de survie rénale qu'on ait 300 micromoles de créatinine ou qu'on en ait 500 même, hein, puisque dans Plexivas, si on reprend les patients qui ont plus de 500 micromoles de créatinine, il n'y a pas de bénéfice des échanges. Je n'ai pas dit en termes d'insuffisance rénale terminale à 12 mois, ça je ne le sais pas, mais en termes de survie globale et de survie sans dialyse. Dans mes PEX, il n'y avait pas de bénéfice sur le suivi long terme non plus en termes de survie. C'est dans beaucoup de maladies auto-immunes, y compris la sclérodermie et d'autres où là, il y avait des problèmes d'accès. Mais globalement, il faut demander une technique que ce qu'elle peut vous donner. On fait un traitement aigu pour un bénéfice aigu. Apprécier le résultat, je trouve, à 1 an, beaucoup d'intérêt. Alors, sur un paramètre fonctionnel, c'est extrêmement intéressant. Sur un paramètre de survie où il y a plein de paramètres qui vont modifier les choses, ça me paraît plus difficile. Sauf que quand même, malgré tout, le fait de garder l'insuffisance rénale influence beaucoup la survie derrière. Donc, oui. Une remarque peut-être, Alexandre? Ça marchait, mais il n'y avait pas les bolus de corticoïdes dans les PEX. C'est ça la différence, en fait. À court terme, l'effet se perdait au bout d'1 an, mais pendant les premiers mois, et après tout, il n'était pas en dialyse. Si je peux, c'est Stanislas Faguet, si je peux faire juste un commentaire aussi sur la table ronde. Concernant Plexivas, je trouve qu'il y a un élément que peu de gens évoquent quand même, on a beaucoup critiqué l'étude Advocate sur le fait que le traitement d'entretien n'était pas le bon et que le groupe placebo n'avait pas eu le traitement de référence, etc. etc. Et dans l'étude Plexivas, la situation est la même, c'est-à-dire que les malades avaient le traitement d'attaque et il y avait un traitement d'entretien qui était soit absent, soit dans le groupe rituximab en attaque, soit de l'imurel. Et donc, comme ça a été dit, on obtient ce qu'on peut obtenir, c'est-à-dire un traitement aigu par des échanges plasmatiques, une réponse rapide. Mais si on n'a pas un bon traitement d'entretien derrière, la réponse à moyen terme, à 1 an ou au-delà, elle n'a pas lieu d'être étudiée, puisque si les malades ne reçoivent pas un traitement d'entretien adapté, je ne crois pas que comparer les DFG à 1 an, à 2 ans, à 3 ans sera vraiment pertinent. On a l'étude MEPEX qui est en faveur des échanges plasmatiques. On a une tendance dans Plexivas, même si ce n'est pas significatif, mais ça ne l'est peut-être pas aussi parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de mettre un traitement d'entretien suffisant. Et ça aussi, ça doit être
bien noté avant de mettre au rebut les échanges plasmatiques, il me semble. Dans Pexivas, il y avait quand même pour tous ces patients qui étaient sous endoxant, il y avait un entretien par immurel. Certes, c'est peut-être pas le bon traitement d'entretien, ça c'est sûr et certain. En tout cas, c'était une critique pour Advocate où on a dit que ce n'était pas le bon traitement. Donc, tout à fait d'accord. C'est aussi de dire que les patients sous rituximab, on ne sait pas ce qu'ils avaient un an. Hein. Si je prends ceux qui ont été inclus dans le service, ils ont eu du rituximab 1 an et 1 jour. Hein. Donc, en fait, on n'a pas de données sur ça, sur ce critère de jugement qui intervient également au suivi médian qui a 2,9 ans. Mais finalement, la méta-analyse de Michael Walsh et MEPEX vont à peu près dans le même sens, c'est-à-dire nous disent qu'il y a une diminution du risque d'insuffisance rénale terminale à M12 qui ne se traduit pas par un bénéfice long terme. Donc, discutez des échanges avec votre patient selon votre risque infectieux et les critères que vous jugez pertinents pour la récupération rénale. Finalement, allez-y, sentez-vous libre quand vous pensez qu'il faut y aller. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas ces données histologiques de voir que, y compris chez des patients avec des atteintes, avec des croissants récentes, pas trop fibreux, on n'a pas de bénéfice des échanges plasmatiques pour l'instant, on a encore envie à certains patients de les proposer. Moi, je suis un peu étonné que Michael Walsh ait fait une méta-analyse sur des études aussi anciennes, alors qu'il avait toutes les données pour faire la même chose, finalement, sur Pexivas, en regardant un critère unique, c'est-à-dire indépendance vis-à-vis de la dialyse, en regardant différents seuils. Il aurait pu faire la même chose que ce qu'il a fait avec le 200, le 300, le 500. Le 500, même le 500, on ne sait pas finalement, et on ne le retrouve pas tout à fait dans l'application. Moi, je suis persuadé qu'il nous l'avait dit au départ que ça sortait pas, mais peut-être que je me trompe, parce que ça n'a jamais été publié. Mais peut-être qu'il lui a fallu des événements supplémentaires. Et donc, c'est ce qui a conduit à la prolongation de Pexivas, c'est que dans Pexivas, il n'y avait pas assez d'événements. Hein. C'est pour ça qu'on est passé de 500 à 700 patients. Et donc, peut-être que pour avoir des événements, il a fallu aller chercher des anciennes études et avoir plus de puissance. Mais ça rend, comme disait Thomas, la population extrêmement hétérogène. Et donc, après, on peut se poser la question sur la pertinence, en tout cas, de mettre dans le même panier des patients traités il y a 30 ans avec des protocoles d'immunosuppression un peu différents de ce qu'on a aujourd'hui. Je serais moins gentil qu'aller sur la méta-analyse de Walsh, qui est opportun. Le micro boycotte ton commentaire. C'est trop méchant. Je l'ai fait lire à quelqu'un qui connaît bien les méta-analyses. Et donc, on a dit mal faite, pas enregistrée. Donc, c'est complètement opportuniste. Ça aurait dû être une partie de son papier dans les appendices. Et le BMJ n'a pas fait son boulot parce que c'était mal édité. Donc, cette méta-analyse, on peut la critiquer comme on veut. Il n'y a pas eu de recherche de littérature grise. Elle n'est pas faite dans les règles. Elle est faite, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, c'est un truc. Ça fait lire, ça fait discuter sur les échanges et ça fait un très beau papier avec un impact factor monstrueux maintenant. Ça fait des recommandations. Ça fait des recommandations, mais voilà, c'est... Le travail de CKJ, l'article de réponse de CKJ démontre tout ça assez bien, si vous êtes intéressé pour la démonstration, et conclut par dire qu'il faudrait faire une étude sur les échanges plasmatiques chez les gens qui ont un DFG très altéré. J'ai l'impression un petit peu de... Je suis... Non, une question et surtout pour les néphrologues, parce que j'ai l'impression que dans les travaux ancillaires de MEPEX à l'époque, une des conclusions, c'était derrière une créate, il y a 15 biopsies rénales différentes. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment résumer une indication à un chiffre qui, en fonction de monsieur ou madame untel, peut cacher un rein très, très différent? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez qu'il faut biopsier les malades si on se discute de faire des échanges pour personnaliser le bon ou pas? Moi, je pense que oui. Et ensuite, il y a certains patients pour qui on a vraiment vu le rythme s'installer, dont on a le diagnostic récent et on l'a vu sous nos yeux passer de 70 micromoles à 300 micromoles de créate. Bon, là, on est relativement serein sur le fait qu'on va avoir des lésions fraîches.
Mais quand on a un patient qui arrive, par exemple, à 200, 250 ou 300 micromoles de créate, on peut avoir 15 biopsies différentes en termes de chronicité, de sévérité de l'activité. Et donc, oui, là, vraiment, si on veut décider de l'échanger, à mon avis, il faut l'avoir biopsié. Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais que ce n'est pas formellement prouvé. Parce que finalement, de MEPEC, c'était sorti le papier de Lynn Van Wijngaarden, là, il faut s'entraîner, de Lynn Van Wijngaarden, je pense, je m'entraîne, qui nous dit qu'en gros, on a beaucoup de chances de finir en dialyse si on n'a pas d'échange plasmatique et si on a moins de 5% de glomérules normaux, etc. Donc, il a beaucoup de mal à trier les patients qui ne bénéficieraient pas des échanges. Et il y avait un papier d'une étude rétrospective de Taewooli qui ne sort pas beaucoup de critères histologiques ou des critères plutôt de fibrose. C'est toujours décevant parce qu'en histologie, la fibrose ne prend pas, peut-être parce qu'elle commande le devenir rénal long terme et qu'on juge trop du revenir rénal long terme. Et puis dans les MPO, surtout dans les MPO qui ont souvent comme ça des poussées qui sont passées un peu inaperçues, qui ont abîmé le rein, qui se sont mises en rémission toutes seules et puis qui petit à petit dégradent, on les trouve quelquefois très très fibreux alors que le diagnostic est tout récent. Voilà. Du fait de problèmes qui ne justifiera pas des échanges et qui nous dira qu'il y a peut-être quand même des chances de récupération. Voilà, sur une forme, on pense que c'est une forme fraîche, pas fibrose. Est-ce que vous considérez le taux d'encart pour discuter à l'indication d'échange plasmatique? Oui, pour répéter la question, Olivier nous demande si on considère le taux d'encart. Alors moi, je n'ai pas connaissance que le taux d'encart soit intervenu dans aucune étude ou qu'on ait des données là-dessus. Après, sur le plan physiopathologique, je ne vais pas me mouiller trop, mais les MPO en cas, on sait qu'ils sont pathogènes, les PR3. Je ne sais pas si on a pu le démontrer, donc... Oui, mais j'ai aucune réponse sur ce sujet-là. En tout cas, du coup, moi, je ne le considérerais pas au vu de ce qu'on sait. Et pour vous faire une remarque, on a quand même aujourd'hui parlé d'échanges, mais c'était complètement hors anti-GBM, évidemment. Enfin, tout ce qu'on dit est hors anti-GBM. Mais pas le taux d'encart, non. Le type, moi, m'interroge plus, comme le disait Noémie, en disant si j'ai du MPO, est-ce que je n'ai pas déjà beaucoup de fibrose, même sur une première poussée? Et est-ce que ce patient-là, qui risque d'être plus âgé, va peut-être moins bénéficier des échanges, d'autant que les échanges augmentent le risque infectieux? Ça, a priori, on le sait. Il y a quand même une tension sur ce sujet parce que entre le moment où on décide de faire une biopsie d'un côté, où on a les conclusions histologiques de l'autre, d'une part, d'autre part, assez souvent, et d'autant plus que le malade est en insuffisance rénale avancée, on sera très enclin à on pourrait être enclin à démarrer des échanges. Et donc peut-être l'histologie nous dira quelque chose. Je pense qu'on aurait besoin de biomarqueurs qui soient plus en temps réel capables de nous dire quelle est la part de lésions actives, quelle est la part de lésions fibreuses, quelle est la part aussi de nécrose tubulaire. Ouais. Donc, pour résumer, effectivement, on est tous persuadés qu'il y a peut-être des indications pour les échanges plasmatiques. Comme dit Dominique, effectivement, on n'est pas encore capable de dire qui. Peut-être l'histologie, peut-être un biomarqueur nous le dira un petit peu ce qu'il en est. À propos de biomarqueurs, juste pour vous dire qu'avec Benjamin, on a réussi à mettre en place, grâce aussi à nos amis effectivement biologistes à la Cochin, un dosage de CD 163, qui est un marqueur qui est de plus en plus à la mode, on va dire, dans pas mal de publications, donc dans les urines, 763 urinaires. Donc, si jamais vous avez besoin de dosage, vous pouvez envoyer ici, on vous donnera les coordonnées du laboratoire. En tout cas, c'est sûr que
le seuil des 300 micromoles par litre, pour l'instant, on a l'impression qu'il sort un peu de nulle part. Hein. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de dire, on n'a pas l'impression, en tout cas, que c'est étayé de façon très, très solide. Donc, difficile, en tout cas, de se mouiller sur des recommandations pour dire qu'au-delà de tel seuil, il faut ou il ne faut pas faire d'échange, en fait. Hein. Je pense que c'est important de mettre tout ce qu'on est en train de dire cet après-midi en se disant que c'est une discussion d'attente parce que dans 2 ans, on aura les résultats des PBR de l'étude Pexivas et que très probablement, enfin espérons-le, ça va nous éclairer pour... Oui, c'est un plaidoyer pour la biopsie. A contrario, si les biopsies rénales de Pexivas nous apportent que ça n'a strictement rien apporté dans le risque prédictif, à part l'année. Justement, à Toulouse, vous avez étudié le CD163, il me semble, avec l'avacopan. Est-ce que vous l'avez déjà fait dans d'autres circonstances comme celle-là, sur la récupération? Parce que ce n'est pas un marqueur de récupération habituellement, c'est un marqueur d'activité sur l'histologie rénale. Je ne sais pas si Dominique veut répondre, mais c'est Stan Faguet, là. Merci, Stan. Ouais, on vous entend pas. Je suis désolé, on n'entend pas très bien la salle, donc j'espère pas prendre la parole de quelqu'un. Julie Béliard donc l'a mis en place. Elle le teste, on le regarde. Pour l'instant, on n'a pas de données robustes à vous donner, en particulier pour la réponse, c'est-à-dire le delta J0, JM1 par exemple, et la qualité de la réponse rénale ou tout ça. Mais j'espère qu'on l'aura dans les prochains mois. Dominique Chauve, vous rajoutez juste l'importance d'avoir la protéinurie sur créatinurie inférieure à 3 grammes sur l'interprétation du CD163. On n'en dira pas plus aujourd'hui. Merci. C'est toi, Maxime? Hop, hop, hop. Ouais. Alors,